Je vous demande d'accueillir maintenant Serge Letchimy, président du Conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique. Qu'est-ce qu'on peut dire après Marie-Hélène et Gilbert, enfin, sur le plan historique, je veux dire. Pas grand-chose, parce que ces interventions sur le plan historique sont essentielles, quoi. C'est, à la limite, on va dire que tout est dit. Cependant, je veux absolument qu'on comprenne que cette première étape qu'on franchit n'est pas une anecdote, quoi. C'est pas un moment simple, c'est pas un moment exotique, c'est pas un moment de circonstance sans trace. Et il faut absolument qu'on prenne conscience de cette réalité-là. Je veux saluer la présence de ceux et celles qui se sont déplacés. Je commencerai par les enfants, les jeunes du collège. Je veux qu'on vous applaudisse parce que, franchement, nous sommes honnêtement dans la transmission. Vous avez bien vu, des aînés se sont exprimés. Ils sont un petit peu plus aînés que moi, mais je fais partie des aînés aussi. Et merci beaucoup. Merci aux artistes qui sont présents dans leur ensemble, y compris les musiciens qui vont jouer tout à l'heure. Merci, et ce serait bien qu'on vous applaudisse aussi parce que c'est important de comprendre que sans l'expression de l'art, on ne va pas très loin. Et puis remercier la présence de quelques personnes au-delà de deux grandes personnalités de l'histoire. Je vais parler d'Alex Ferdinand qui est présent, je veux le saluer. Et saluer aussi ceux et celles qui ont fait déjà le premier pas que je souhaite pour ce pays-là. Parce que vos habitations que vous avez mis à disposition sur une petite parcelle permettant de réaliser des œuvres, je pense à la Molie et puis à une deuxième habitation, votre habitation, ça s'appelle comment? La Régale. C'est un pas à franchir. Et c'est un pas qui a été franchi là. Je souhaite que sur toutes les habitations de la Martinique, on va œuvrer pour ça, qu'il y ait quelque chose, un monument, une stèle, une œuvre, qui puisse rendre hommage à ceux qui ont été victimes de l'esclavage, qui ont été tués là, qui ont travaillé de manière servile. Il faudrait que ce geste-là soit fait par chaque propriétaire d'habitation de la Martinique. Alors, si on revient à l'histoire de l'insurrection, je pense que le moment que nous commémorons aujourd'hui doit être considéré comme un moment partagé. Parce que l'initiative qui a été prise est une initiative qui a été prise autour des années 2010, mais qui a su évoluer, bien sûr, avec les historiens, avec l'histoire, mais et qui a été mise en œuvre par l'équipe qui m'a précédé. Et à ce titre-là, je veux saluer le long travail fait par Marie-Hélène Léotin et bien sûr les décisions qui ont été prises par Alfred Marie-Jeanne, président du conseil exécutif passé, et aussi Claude Lise, par la délibération qui a permis de consacrer des financements à cette opération. Je pense que ces hommes-là ont fait leur part de bataille et leur part de combat. Je pense que l'insurrection de 1870 est l'histoire d'une vraie révolte, l'histoire d'une volonté collective de dire non. Gilbert l'a indiqué clairement tout à l'heure. Comme souvent, les changements majeurs naissent des gestes ordinaires, des gestes simples, car c'est bien l'incident ordinaire à cette époque qui fait jaillir cette révolte. Nous parlons d'un temps où les nègres pouvaient être cravachés par des fonctionnaires blancs sans que la justice ne les tienne responsables de ces actes d'infamie. L'insurrection de 1870 de septembre est l'histoire d'une blessure profonde, une meurtrissure faite à notre identité, à notre personnalité, le refus de notre humanité, de l'humanité d'un homme noir, du seul fait de sa couleur de peau. Faut-il le dire, c'est aussi dans les années 1870 que des violences sont perpétrées contre les Noirs aux États-Unis par les suprémacistes blancs par l'intermédiaire de groupes paramilitaires qui imposent la loi Jim Crow aux Afro-Américains, les privant du droit de vote et instituant des politiques de ségrégation raciale inégales. De cette injustice naît pourtant quelque chose de particulier, ce que j'appelle la flamboyance du peuple, dont nous avons la responsabilité. C'est l'indignation collective et la colère du peuple qui conduisent à l'incendie des 25 habitations en 3 jours, 5 jours, d'après ce que Gilbert dit. Bien sûr,
Sans oublier les morts, sans oublier la violence de ce moment, il faut reconnaître l'importance d'une telle rébellion collective. Car de cette injustice jaillissent également des figures emblématiques d'un peuple. Les chefs de ces insurrections sont aussi, aujourd'hui, des noms qui figurent au fronton de nos écoles. J'en veux pour preuve une certaine Lumina Sophie, celle dont le nom l'a prédestinée à se hisser au firmament des grandes figures de Martinique, a brillé au cours de cette insurrection dans les affrontements pour ce qu'elle croyait de juste. Lumina est un symbole. C'est une grande figure martiniquaise qui doit pleinement trouver sa place dans notre espace public. Nous avons connu récemment des questionnements importants au sujet de nos symboles dans l'espace public. Je pense qu'il faut continuer à faire ce travail parce que nous ne devons pas être soumis qu'au seul récit national. Je vous le dis, les historiens ici présents le confirmant, nous ne manquons pas du tout une de ces étapes. Je tiens donc à vous annoncer notre décision d'ériger une statue à l'effigie de Lumina Sophie. Aussi, j'ai souhaité qu'un mémorial des luttes anticoloniales soit érigé au sein du parc culturel Aimé Césaire dans le cadre du projet de réhabilitation et de rénovation du parc. Césaire a déjà fait un parcours. L'ancien site militaire, qui est en fait un site colonial, a été cannibalisé grâce à l'apport de Coco René Corail, qui a fait une œuvre magistrale. La cannibalisation de Césaire par rapport à l'œuvre coloniale, la transformation, sortir par le haut, ça a été une position très importante. Et immédiatement, après l'entrée de cette porte du tricentenaire, il a fait planter 3 arbres de la négritude, consacrés justement à ceux qui nous ont donné cette approche et cette théorie de reconnaissance de l'histoire nègre. À partir de notre histoire, nous devons bâtir une mémoire collective et refuser la lecture classique qui nous est offerte. Le devoir de mémoire, donc, éclaire la relation souvent douloureuse que nous entretenons avec notre passé. Il s'impose à nous, néanmoins, au-delà de la transmission historique, et Gilbert l'a dit tout à l'heure, ainsi que Marie-Hélène, pour mieux construire notre besoin légitime d'émancipation. Je pense que ce besoin légitime fondamental d'émancipation a été très mal compris et a été traduit presque systématiquement par le biais de statuts, par des débats politiques ou idéologiques. Le besoin d'émancipation est avant tout un besoin humain, un besoin de comportement, de prise de conscience, de réalité de soi-même, de sa géographie, de son humanité. Et tout cela possédé en nous-mêmes, par nous-mêmes. C'est par ce besoin d'émancipation et cette existence par nous-mêmes, en tenant compte de notre identité, qui va injurier la République. La République une et indivisible, certes, mais c'est surtout la République unie qui pourrait permettre à la France de prendre conscience qu'elle est dans la diversité et qu'elle ne le sait pas. Alors, ce 152e anniversaire de l'insurrection du Sud nous invite à un souvenir, certes, et ça nous invite aussi à beaucoup de courage, beaucoup de précision et surtout beaucoup d'audace. Et c'est cette audace que je reconnais dans nos jeunes qui ont bâti et qui ont choisi de déclamer ces textes si puissants que nous avons entendus tout à l'heure. Ce sont aussi nos jeunes et moins jeunes qui ont intégré depuis des années le campus caribéen des arts pour y être formés. Mais ce sont aussi nos jeunes qui pourront se former au sein du futur conservatoire de musique d'art de Martinique que nous voulons ouvrir avant la fin de l'année. Nous avons choisi, Marie-Hélène, de poser cet ouvrage, cette institution, dans les bâtiments de l'ancien lycée Schellcher. On le fera, et ce sera ouvert, c'est en cours de restauration. Je ne parle pas du lycée lui-même, je parle du fronton du lycée, des 4 bâtiments qui sont dans le fronton du lycée qui ont de l'espace. On va initier, créer ce conservatoire d'art de Martinique. Bien entendu, il ne s'agit pas de faire un coller-copier de conservatoire venant dans la dimension nationale et construisant des théories à notre place. C'est bien sûr un conservatoire ouvert au monde, mais ça doit être un conservatoire Martinique avec les traditions martiniquaises pour que nos artistes puissent à la fois se former et former d'autres. Nous avons aussi décidé de lancer un programme extrêmement important
fondée sur l'identité de nous-mêmes. J'insiste beaucoup, et nous avons confié cette mission à Marie-Ange Ravin, conseillère territoriale, en lien avec Marie-Thérèse Casimirius, qui va proposer à l'Assemblée de Martinique une programmation d'événements culturels de proximité. C'est à nous. C'est le titre que nous avons choisi. Une programmation à forte valeur identitaire, issue des actions qui existent dans nos communes. Le projet C'est à nous permettra de valoriser et de sauvegarder notre patrimoine culturel tout en proposant un véritable levier de reprise de l'activité pour nos artistes et professionnels du spectacle en commune, et plus particulièrement dans les quartiers de Martinique, les quartiers urbains et les quartiers ruraux. Nous sommes actuellement en train de déplacer l'émergence de la culture en créant des centres immenses, importants, qu'il faut faire pour le pays. Ce sont des symboles importants. Mais on a complètement oublié que les quartiers ruraux, les quartiers urbains, les quartiers des communes, que les centres culturels sont dans des conditions désastreuses. Les communes n'ont pas les moyens et que de très nombreux artistes n'arrivent même pas à s'exprimer dans ces quartiers parce qu'on n'arrive pas à faire des manifestations qui servaient de lien social, de manière particulière, ou de lien culturel entre nous. Cette programmation dans l'année du 1er janvier au 31 décembre devrait permettre de relancer des programmes qui sont liés à des traditions très importantes. Nous allons lancer aussi un programme de soutien à la réhabilitation des centres culturels, parce que les centres culturels des communes se trouvent en situation très difficile. Le premier lieu d'expression de la culture ou du sport pour la partie sportive, c'est le quartier, c'est la rue, c'est la maison, c'est le centre culturel. C'est par là qu'émane un peu ce que j'appelle la capacité de créer. C'est par cela que ça vient. Après, on peut devenir qui on veut. On devient Mona à la limite, on peut devenir des Saint-Prix. On peut ne pas avoir le cursus d'entrer dans un conservatoire de musique pour devenir brillant et écrire l'histoire. Beaucoup de nos artistes l'ont démontré. Nous allons aussi travailler sur la possibilité d'avoir de nouvelles salles de spectacle. Le débat est ouvert. On va rencontrer des artistes et nous allons bien sûr travailler aussi sur la possibilité de rendre accessibles des maisons des écrivains martiniquais mondialement connus. Je veux parler bien sûr d'Aimé Césaire, d'Édouard Glissant, de France Fanon, de Patrick Chamazo et d'autres. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui on ait autant d'écrivains réunis, nés dans notre pays, sans pour cela qu'on se donne la possibilité de les faire connaître et de faire prospérer leur santé. D'ailleurs, la maison d'Aimé Césaire sera restaurée par la collectivité territoriale en partenariat, bien sûr, avec la mairie de Fort-de-France, de telle sorte qu'on puisse trouver cette restauration soit une contribution des Martiniquais à un grand Martiniquais qui pourrait nous permettre de continuer notre lutte pour l'émancipation du peuple martiniquais. Nous avons aussi décidé d'accompagner autrement les artistes. Je pense que franchement, il faudrait aller vers un soutien plus puissant. C'est pas que rien n'a été fait, des choses ont été faites, il y a des choses, et Marie-Hélène est là pour en témoigner, mais il faut aller vers quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus important, parce qu'on ne peut pas accepter à la fois de les applaudir tout le temps lorsqu'ils font des exploits et d'ignorer leur situation sociale, leur capacité de commercialiser leurs produits, leur capacité de produire tout court, et surtout leur donner, et c'est une négociation que je veux mener avec l'État, leur donner un vrai statut, le statut des artistes, pour que l'errance sociale dans laquelle nous trouvons de très nombreux artistes, eh bien, on puisse arrêter avec ça, qu'ils puissent être accompagnés, et que le nombre d'heures qu'ils feront dans leur manifestation, à travers la manifestation, le spectacle, soit compensé par un système de VAE pour que eux, ils deviennent des enseignants dans l'éducation nationale, ce qui nous permettrait de faire le lien entre la richesse de notre terroir et la politique de l'éducation nationale. Ce n'est pas une négociation additive qu'il faut avoir vers les artistes à traiter de loin, mais intégrer la connaissance culturelle dans le cursus de l'éducation, c'est quelque chose de différent. Pour moi, c'est extrêmement important. Et puis, nous avons décidé aussi de célébrer autrement notre langue. Je sais que la France a un problème avec la langue, les langues dites régionales. Je sais que la France a du mal à reconnaître le breton, a fait des efforts sur la langue corse. Mais concernant notre langue, qui n'est pas une langue marginale, nous devons absolument y travailler parce que c'est une langue qui est consubstantielle à notre histoire
à notre personnalité. C'est pour ça que nous avons décidé de créer un groupement d'intérêt public dédié à la langue créole. Nous avons aussi décidé de créer une académie de la langue créole et nous avons décidé de développer l'enseignement immersif dès qu'on aura transcendé ces débats législatifs qui ont repoussé l'enseignement immersif de la langue créole. Nous prendrons nos responsabilités et avec ces deux outils-là, on va tout faire pour une convention locale puisse se substituer aux carences législatives pour que la langue créole soit parfaitement enseignée et bien sûr enrichir. Je veux aussi vous dire que notre culture, notre combat et notre identité ne serait pas grand-chose. Ce serait à la limite un moment particulier qu'on passerait si on ignore notre histoire et ne se projette pas dans l'avenir. C'est dans ce cadre-là que la Martinique a installé ce qu'on appelle le drapeau du pays avec une hymne. L'hymne de Martinique, l'hymne de Martinique. Le tribunal a cassé le choix du drapeau qui a été présenté par l'ancienne équipe de la collectivité territoriale. Le tribunal a donc cassé cette possibilité et nous a demandé d'enlever les drapeaux immédiatement pour un problème de procédure. Nous n'avons pas fait appel. Nous n'avons pas fait appel et nous avons décidé de soumettre au Conseil exécutif et de soumettre à l'Assemblée nationale une procédure pour choisir un drapeau, puisque l'ancien n'existe plus, sans exclure aucune couleur. Et surtout, ne pas exclure le rouge, vert, noir. Je le dis comme je le pense. Bien sûr, il va falloir trouver, ou deviner, puis, on va faire complicer pour moi. Sans... Alex, tu m'as coupé le souffle. Alors, je parle du rouge, vert, noir. Je parle de ce long combat qui est mené depuis très longtemps et qui trouve ses sources justement dans cet événement de 1870. Ce processus historique a conduit, Césaire m'a toujours dit, n'impose pas le drapeau qui est notre couleur du Parti progressiste martiniquais, mais n'impose pas en tant que parti ce drapeau-là, laisse le peuple s'en approprier. Et depuis 1870, le peuple s'est approprié d'une tendance, d'une couleur, qui s'est confirmée à plusieurs reprises. Je ne vais pas choisir de manière autocratique le rouge et le noir, mais je vais mettre le rouge et le noir à l'intérieur de la consultation. Le peuple là, quand il choisit, ça il est. S'il choisit rouge, vert, noir là, c'est parce qu'il télé rouge, vert, noir là. Et à ce moment, on mettra le rouge, vert, noir aux côtés du drapeau bleu, blanc, rouge de la République, du drapeau européen, mais surtout et aussi du drapeau caribéen, puisque nous faisons partie de l'OICS, de l'ASC. Nous sommes bien sûr dans l'ensemble français, nous sommes bien sûr dans l'ensemble européen, mais nous sommes avant tout des Martiniquais, et je suis très fier de le dire. Alors, chers amis, ce maillage culturel sur notre territoire, à travers ce que vous voulez faire, ce qui a été décidé, sera mené, Marilène, jusqu'au bout. À partir de ça, ben oui, c'est vous qui l'avez fait. Bon. Et à partir de votre processus de votre décision, on ira jusqu'au bout. Et je tiens personnellement, et je le dis à nos élus, à être physiquement présents à chaque pose de pierre, à chaque célébration, à chaque manifestation. Il faut, Gilbert, qu'on donne plus d'ampleur à cette manifestation, parce que c'est une manifestation symbolique qui peut nous permettre de reconstruire les bases de l'unité qui nous manquent. De ces derniers temps, nous nous sommes beaucoup déchirés. On s'est énormément déchirés. Ce n'est pas normal, ce n'est pas logique, ce n'est pas non plus une orientation. L'unité est fondamentale. Et au-delà de nos différences, nous devons absolument faire corps ensemble. C'est dans ce cadre-là que je vous dis que les œuvres de Madame Raphaël Jacquemin, cette œuvre est pour nous une œuvre précieuse. Mais je veux dire à Raphaël Jacquemin et à Jérémy Priam, qui est ici présent, vous êtes deux symboles, parce que vous commencez ce travail maintenant. Vous nous invitez à célébrer avec vous ce travail que nous devons absolument continuer. Parce qu'il n'y a pas d'émancipation sans culture. Il n'y a pas de possibilité de se développer sans connaître notre histoire.
Il n'y a aucune possibilité de créer une ferveur de développement qui dépasse le précaré des mécanismes assimilationnistes qu'on nous a donnés tout le temps, sans pour cela qu'on puisse retrouver notre propre intégrité, notre propre dignité, notre propre histoire. C'est grâce à vous que nous pouvons reconnaître cette histoire. Et c'est grâce à vous demain qu'on pourra, au-delà de la couleur de peau, blanc, indien, arabe, chinois, martiniquais, guadeloupéen ou guyanais, peu importe la couleur de peau, pouvoir constituer l'essentiel de ce qu'il faut pour qu'on soit peuple. Et qu'on ce peuple-là, ce peuple martiniquais, puisse vivre dans les meilleures conditions. Merci de tout cœur. Merci beaucoup.